Vrai ou faux? Dans une vidéo précédente, je vous ai demandé de me laisser des commentaires vrais ou faux sur le sexe. Aujourd'hui, on va y répondre. Il y en a pour tous les goûts, il y a un peu de tout. Je sais pas si cette vidéo est 100% tout public, pour être tout à fait honnête. On va parler de sexualité, on va parler de choses un petit peu, voilà, coquines comme ça, donc je vous préviens, le retour des vrais ou faux, oh my god. Pour ceux qui sont pas au courant de ce qu'est le format vrai ou faux, c'est un format que j'ai lancé il y a des années. On a fait 98 épisodes, et pour chaque épisode, je donne un thème, et vous laissez des commentaires vrais ou faux sur ce thème, et ensuite, on en parle. Et cette fois-ci, pour le 99e épisode, c'est le sexe. Du coup, installez-vous tranquillement, on va attaquer l'épisode 99. Vrai ou faux, la consommation de cannabis pur sans tabac est plus saine que la consommation de cigarettes ou de tabac en général? Ce n'est pas du tout le thème, t'as compris ça, j'espère. Je te conseille dans tous les cas de pas fumer, voilà. Question suivante. Vrai ou faux, un rapport intense peut retourner le cerveau, mémoire à court terme endommagée par exemple, ou changement total de comportement car trop fort ou intense. T'imagines un orgasme qui te fait perdre la mémoire? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'une séance de câlin coquin peut carrément te faire péter le crâne? Eh ben oui. C'est vrai. Laissez-moi vous expliquer parce que c'est quand même une petite dinguerie. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à un Américain de 52 ans en 2022. Alors sa tête, elle n'a pas littéralement explosé, hein, rassurez-vous, mais il s'est retrouvé avec un ictus amnésique, aussi appelé amnésie globale transitoire. En gros, après avoir fait crac-crac un petit peu fort, le mec a perdu temporairement une partie de sa mémoire. C'est fou. L'ictus amnésique, c'est un phénomène très rare, observé la plupart du temps chez des personnes entre 50 et 70 ans, et majoritairement des hommes. Alors s'il n'a pas de cause ultra bien identifiée, en fait ce trouble, il se déclenche généralement à la suite d'un effort physique violent, d'une douleur, d'un gros coup de stress, tu vois, ou encore, comme ici, après un rapport sexuel plus ou moins intense. Et il se traduit donc par une perte temporaire de la mémoire immédiate. Bon, heureusement, ça dure 24 heures max. Et comme cette amnésie est principalement antérograde, les personnes touchées ne se rappellent pas de ce mauvais moment. Antérograde, ça veut dire que tu te rappelles de tout ce qui s'est passé avant que tu te mettes à bugger, mais qu'aucun nouveau souvenir ne se forme, du moins tant que l'ictus amnésique n'est pas terminé. Du coup, tu te tapes plusieurs heures à te demander ce qui se passe, qu'est-ce que tu fous là, mais au moins, a priori, tu sais qui tu es. Mais c'est fou, t'imagines, t'as un orgasme après un rapport de fou, t'as ce truc et t'es là en mode « Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est très bizarre. Pourquoi je suis nu ?» En général, on te fait passer un IRM histoire de voir s'il n'y a pas un autre problème plus grave, et puis on attend ensuite que ça se termine. Question suivante. Vrai ou faux, Cléopâtre a inventé le premier vibro? Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est vrai que cette info, en fait, elle circule depuis un bon moment, et pourtant, elle est totalement fausse. D'après cette rumeur, la reine Cléopâtre aurait conçu un genre de sextoy en enfermant des abeilles dans un cornet de papyrus ou dans une courge creusée, histoire que l'ensemble vibre dans tous les sens. Et ça afin de, bon t'as compris, de s'amuser un petit peu. Voilà. Mais quand on fouille un peu, il y a strictement rien qui prouve l'authenticité de cette histoire. Sa première apparition, en fait, elle ne remonte qu'à 1992, dans le livre L'Encyclopédie des pratiques sexuelles inhabituelles, par l'autrice et psychologue américaine Brenda Love. Sauf qu'elle a lâché l'info comme ça, en fait, sans aucune source historique crédible. Et 30 ans plus tard, ce mytho continue de circuler comme ça dans certains médias et dans d'autres bouquins mal sourcés, tu vois. Ce mytho, il vient se rajouter à une liste de rumeurs pas possibles vieilles de 2000 ans. À la base, il s'agissait surtout d'une propagande initiée par les Romains, qui visait à ternir la réputation de Cléopâtre en lui inventant toutes sortes de lubies sexuelles. Vraiment, c'est des gamins, quoi. Nota Bene a déjà d'ailleurs pas mal creusé le sujet, si ça vous intéresse. Bref, en réalité, le premier vibromasseur est attribué à Joseph Mortimer Granville. Granville, tu vois, pas mal. Un docteur anglais l'ayant mis au point en 1883 afin de réduire des douleurs musculaires. Donc c'est quand même un usage qui a été détourné très très vite à des fins un petit peu plus intimes, tu vois. Voilà. Plus d'un siècle plus tard, le vibromasseur, il a bien évolué, en passant de l'appareil conçu par Granville à des petits engins high-tech au design ultra stylisé, comme ceux proposés par le sponsor de cette vidéo, Lelo. La transition est toute faite. C'est parfait. Donc aujourd'hui, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Lelo, une marque de jouets pour se faire plaisir. Ce que j'aime bien avec Lelo, c'est le design des objets, premièrement. C'est cool, je trouve, et ça change de ce qu'on peut avoir en tête quand on pense à ce genre d'objet. Le gros plus de Lelo, c'est surtout sa large gamme de choix. Il y en a pour tous les goûts, toutes les préférences, et ça c'est cool. Comme avec le Thor 3 que j'ai ici, un anneau vibrant qui rajoute un petit peu de piment et qui apporte des sensations aux deux partenaires s'il est utilisé en couple. D'autant que les produits sont faits avec un degré de qualité assez élevé quand même. C'est pas des gadgets, c'est vraiment des objets technologiques bien étudiés pour vous faire plaisir. Et ça, c'est cool quand même. Il y en a même qui embarquent des technologies brevetées carrément. Ça rigole pas du tout d'ailleurs sur leur site. Il y a l'onglet propriété intellectuelle. Je peux vous dire qu'ils en ont déposé des brevets, hein, vraiment. Il y a quand même un jouet, le Scylla, qui fait des massages là où il faut, carrément avec des ondes sonores. Voilà, donc si ça vous intéresse de découvrir ça, de vous faire un petit peu plaisir, voilà, de tester des trucs, j'ai un code pour vous, c'est Nozman15. Vous avez moins 15% sur le site et c'est même cumulable avec les offres en cours. Et tout se passe évidemment dans le lien dans la description. Et merci surtout à Lelo de sponsoriser cette vidéo. C'est aussi important pour ce genre de vidéo qui va très certainement se faire démonétiser. D'ailleurs, c'est pareil pour les vidéos sur les drogues. Elles sont quasi toutes systématiquement démonétisées alors que c'est des vidéos qui essayent d'apprendre des trucs, qui font de la prévention. Mais non, ça passe pas. Donc c'est cool de pouvoir travailler avec des marques pour contrer ces problèmes, tu vois, ça fait plaisir. Ok, retour au vrai ou faux. Vrai ou faux, l'ananas, le jus d'ananas. En fait, je sens bien qu'il essaye de dire quelque chose de précis, mais là,
il manque plein de mots quoi. En vrai, je vois un petit peu de quoi il veut parler, je crois. Pour ceux qui n'auraient pas compris, apparemment, boire un maximum de jus d'ananas changerait le goût du sperme. À un moment, il faut dire les termes. Bon, déjà, il faut savoir que le sperme ne comprend approximativement que 2 à 5% de spermatozoïdes. Le reste est composé de plein de trucs différents, des acides aminés, de l'acide citrique, du phosphore, du potassium, du zinc, du calcium, du sodium, mais aussi du fructose. Le truc, c'est un jus multivitaminé en fait, sans jus d'orange. Je sais pas où je vais avec ça. Donc ouais, il y a du fructose qu'on trouve dans les fruits qui leur donne d'ailleurs le goût sucré. Dans le sperme, ce fructose, il sert à nourrir nos petits spermatozoïdes. Ça graille du fructose. Même s'il n'existe pour l'instant aucune étude scientifique sur le goût du sperme, sa composition lui donnerait donc naturellement une saveur variant entre l'amer et le sucré, voilà. Ça bouge un peu. On entend souvent dire que l'ingestion de certains aliments pourrait jouer un rôle sur son goût. Ça serait par exemple le cas du coup de l'ananas, qui grâce à son fructose et son acidité élevée, abaisserait ainsi le pH du sperme, réduisant son amertume en lui donnant un petit goût légèrement sucré au passage. Mais rien n'a été scientifiquement prouvé, faut le savoir. Donc je peux pas vraiment te répondre vrai, tu vois. Ce qui a été observé, en revanche, c'est que certaines maladies, comme le diabète par exemple, ont tendance à augmenter le taux de fructose dans le sperme, le rendant de fait plus sucré. La déshydratation aussi joue un rôle important sur la qualité de vos spermes, le rendant plus épais et plus odorant. Donc avant de déglinguer des litres de jus d'ananas, pensez déjà à bien vous hydrater. Au final, on peut se rendre compte de pas mal de choses grâce au sperme, c'est assez intéressant. Ok, on enchaîne. Vrai ou faux, le sexe oral n'est pas pratiqué seulement par les humains? Très bonne question. Vrai, en plus, même si c'est rare, à part les humains, en fait, il existe pas mal d'autres animaux dont l'activité sexuelle ne sert pas juste à la reproduction. Alors j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais le bonobo, par exemple, niveau sexualité, il a aucune limite. Mais vraiment, contrairement à la plupart des autres espèces de primates, les bonobos ne règlent pas les conflits internes par la violence, tu vois, mais par le sexe. Quand il y a un peu de tension entre deux membres du groupe, le sexe. Que ce soit entre un mâle et une femelle, entre deux mâles, entre deux femelles, peu importe. Les bonobos font l'amour et pas la guerre, et ça c'est beau. Alors par contre, il y a un truc, c'est que les rapports sexuels, ils sont ultra furtifs chez eux. Moins d'une trentaine de secondes généralement. Ils sont très fréquents et comprennent aussi bien le sexe oral, la pénétration vaginale, anale, la masturbation, tout y passe. À part les bonobos, on a aussi observé une forme de fellation chez la chauve-souris Cynoptère à nez court. En fait, durant l'accouplement, il arrive très souvent que les femelles se contorsionnent un petit peu pour pouvoir lécher la base du pénis du mâle pendant la pénétration. Et ça afin de prolonger la durée de la copulation. Même chez les animaux, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Attends, moi je collectionne mes étrons, foutez-moi la paix, j'adore. Non là, j'abandonne en fait. Je sais pas quoi faire de cette interaction. On passe à la suite, vaut mieux. Vrai ou faux, la dépendance à la dopamine peut être une cause du satyrisme? Alors, waouh. Alors, avant de te répondre, on va d'abord expliquer vite fait ce qu'est le satyrisme, rapidement. En fait, c'est issu du mot satyre, le giga pervers de la mythologie grecque. Le terme satyrisme, ça définit un homme au comportement sexuel addictif. Quand ça concerne une femme, on appelle ça la nymphomanie, bien vu. Mais dans les deux cas, il s'agit d'hypersexualité. En fait, l'hypersexualité, ça se caractérise par une recherche persistante de plaisir sexuel, à tel point que ça en devient problématique, notamment lorsqu'elle se fait au détriment de la santé mentale ou de la vie sociale de la personne concernée. Alors ce trouble, il est rare, hein, ça touche entre 3 et 6% de la population et ça concerne majoritairement les hommes. Et d'ailleurs, ça peut être accro au sexe avec des partenaires, mais aussi en solo, masturbation, tout ça. Pour en revenir à ton commentaire, par contre, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de l'hypersexualité. Ça peut être psychologique, neurobiologique, génétique, environnementaux, etc. Il y a plein de facteurs en fait. Mais concernant la dépendance à la dopamine dont tu parles, en fait la formulation, elle n'est pas tout à fait exacte, si je peux me permettre. Parce qu'en réalité, on a tous besoin de dopamine pour fonctionner. La dopamine, elle est synthétisée quotidiennement dans notre cerveau, et c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle primordial dans notre motivation, notre attention aussi, notre capacité d'apprentissage, etc. Bien souvent, c'est justement un déficit en dopamine qui peut potentiellement amener à avoir des comportements addictifs, qu'ils soient liés à la sexualité, à la consommation de drogue ou autre. Il arrive par exemple que certains troubles ou certaines maladies perturbent la synthèse ou la recapture de cette molécule, comme la dépression ou le trouble de l'attention notamment. Mais là je m'éloigne un peu du sujet, revenons-en au sexe, s'il vous plaît. Coucou, j'ai un vrai ou faux, mon psychiatre m'a parlé de ce phénomène mais j'aimerais avoir plus de détails. Pas de souci. Les personnes atteintes de troubles de l'attention ou sous traitement antidépressif ont plus de mal à éprouver du plaisir. Bon bah finalement on y retourne. Comme je le disais, chez les personnes atteintes du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, alias le TDAH, le circuit de récompense il a tendance à pas mal déconner. Ce trouble du neurodéveloppement, il aurait pour origine un dysfonctionnement neurobiologique provoquant un déficit en dopamine, poussant donc les personnes TDAH à chercher à combler ce manque sans cesse. Et ça via un paquet de trucs différents. Et forcément, quand on doit courir derrière la dopamine H24, ça peut potentiellement provoquer pas mal d'addictions. Et ça qu'il s'agisse d'alcool, de drogue, de nourriture, de jeux d'argent ou encore le sexe.
D'ailleurs, d'après une étude menée en 2022 sur 361 hommes souffrant d'hypersexualité, environ un quart des patients interrogés se sont révélés également être TDAH. Les personnes atteintes de troubles de l'attention n'ont en réalité pas forcément plus de mal à éprouver du plaisir. C'est juste que parfois, elles ne lésinent pas sur les moyens pour y parvenir, tu vois. Alors attention, je suis pas en train de dire que toutes les personnes souffrant de TDAH sont forcément atteintes d'une addiction, mais juste que, a priori, elles y sont plus sensibles en moyenne. Certains traitements peuvent en revanche avoir un impact sur la sexualité. C'est le cas notamment des psychostimulants comme les antidépresseurs ou les méthylphénidates. Alors si la dépression induit une perte de la capacité à éprouver du plaisir, les antidépresseurs peuvent en plus ajouter à ça des troubles de l'érection ou de l'éjaculation. Tandis que les méthylphénidates, par contre, employés donc pour traiter les troubles de l'attention, lui il peut provoquer une baisse ou une augmentation de la libido. Faut donc écouter son corps un peu, je sais que c'est pas évident, mais voilà, il faut l'écouter et ajuster les traitements s'il faut. Pensez à prendre bien soin de votre santé mentale parce qu'au final, pour que tout se passe bien en bas, au niveau de, t'as compris, il faut surtout que ça aille bien là-haut. Pouah, la phrase de fou furieux, attends, c'est pas moi qui l'ai écrite. Faut le savoir. Vrai ou faux, tu deviens un mage noir si tu le fais pas avant 40 ans. Bah moi je risque pas d'avoir de pouvoir magique parce que j'ai déjà fait l'amour plein de fois. Attends, t'as qu'à demander à mes potes comment j'ai. J'ai adoré la vidéo. Petite question pour le vrai ou faux, les douleurs pendant et après les rapports, c'est normal? Très bonne question. Alors c'est faux, ou plutôt c'est pas normal, mais il faut quand même apporter un peu de nuance à cette réponse. C'est pas normal, non, mais ça peut se produire pour un paquet de raisons différentes. Le plus important du coup, c'est d'abord d'en identifier les causes possibles. Alors déjà, ces douleurs plus ou moins importantes ressenties chez l'homme ou la femme pendant l'acte, ça porte un nom, c'est la dyspareunie. Les douleurs au vagin lors d'un rapport peuvent être causées par l'activité hormonale, par de potentielles infections, par la sécheresse vaginale, par de l'endométriose, par des troubles dermatologiques, mais aussi, et on a parfois tendance à les mettre de côté, par un certain nombre de causes psychologiques telles que l'anxiété par exemple, la gêne, un manque d'estime de soi, la peur, etc., etc. Dans certains cas, ces facteurs psychologiques peuvent aussi être à l'origine d'un autre trouble sexuel encore trop méconnu, le vaginisme. Un trouble en fait qui se caractérise par une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien, empêchant quasiment toute pénétration vaginale. Les douleurs au pénis pendant un rapport peuvent quant à elles provenir de certaines maladies ou de causes traumatiques. Dans tous les cas, quand on a mal en faisant crac-crac, c'est bien de pouvoir en parler ouvertement avec son ou sa partenaire. Alors on écoute l'autre, c'est important, on respecte son rythme et ses envies et surtout son consentement. Et puis si ça bloque un petit peu malgré une envie mutuelle de se faire plaisir, faut soit consulter un ou une professionnelle de la santé pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ou bien trouver d'autres moyens pour se faire plaisir sans forcément passer par la pénétration. Un peu d'inventivité, tu vois, ça fait pas de mal. Bon, la suite. Vrai ou faux, une petite partie des hommes perdent leur gland de lait à la même date, le 0707, correspondant à la date de mue des libellules. Faux. Très très faux. Les larves de libellules, appelées naïades, elles traversent plusieurs mues avant d'atteindre le stade d'imago via la mue imaginale, c'est-à-dire la dernière mue qui leur permet d'atteindre l'étape finale de leur métamorphose. En sachant que les libellules prennent généralement leur envol au printemps, leur dernière mue, elle se termine pas tellement à une date aussi précise et aussi tardive que ce que tu dis. Donc non, c'est pas vrai. Alors, emballe un peu ton gland de lait là, et voilà. Vrai ou faux, le sexe ça peut aider à guérir des grippes, fièvres, etc. Ah bah déjà c'est peut-être pour ça que je tombe jamais malade. C'est faux, je suis tombé 3 fois malade cet hiver. J'ai d'ailleurs eu la grippe de l'enfer là. Terrible ça. Et pour te répondre, c'est vrai faux. Voilà, j'invente des mots comme ça là. En fait, si avoir des relations sexuelles quand on est malade peut effectivement aider à soulager temporairement certains symptômes, en fait ça aide pas forcément à guérir. Et puis quand tu te tapes une giga grippe, t'as pas forcément envie de... T'as vu? Et surtout de filer ta crève à ton ou ta partenaire, parce que voilà, ça se transmet quand même pas mal. Bon. Ce qui a par contre été observé lors d'une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Pennsylvanie, c'est qu'une activité sexuelle régulière agirait comme un véritable boost pour le système immunitaire. Ça c'est bon à savoir. Avoir 1 ou 2 rapports sexuels par semaine augmenterait ainsi temporairement nos niveaux d'immunoglobuline A. C'est assez logique en fait, quand le corps est confronté à un organisme rempli d'agents pathogènes, il lève son bouclier. Un bouclier qui nous aiderait ensuite à repousser d'autres maladies pendant un petit moment. Pas mal quand même. Pas mal du tout. Bon, par contre, ça dispense pas quand même le fait de bien se protéger pendant vos ébats. Attention. Vrai ou faux, tout le monde possède un fétichisme pour les pieds, mais certains le refoulent plus que d'autres. Non. Pas du tout. Alors moi, les pieds, j'avoue, c'est un truc que... Non, ça m'atteint pas. Moi, mon truc, c'est les coudes. Les coudes, qu'est-ce que j'adore les coudes! Même les miens d'ailleurs. Regardez-moi ce coude. Non, les coudes, je m'en fous aussi. Bon, je crois qu'on a fait le tour de vos commentaires. C'était très cool de faire un nouveau vrai ou faux comme ça. C'est le 99e épisode. Est-ce qu'on fait un 100e épisode? Dites-le moi dans les commentaires, je veux le savoir. Peut-être qu'on s'arrêtera à 99, peut-être qu'un jour, peut-être que dans 4 ans, 5 ans, il y aura l'épisode 100. Qui sait? On verra. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était très très cool. N'hésitez pas évidemment à checker les lots avec le lien dans la description. Il y a le code promo Nozman15 pour avoir moins 15% de réduction et ça se cumule même aux offres qu'il y a sur le site. N'hésitez pas à aller checker ça et merci à eux de m'accompagner dans la création de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!